Bienvenue sur le podcast Destination Liberté. Ce podcast parle de liberté, de voyage, d'entrepreneuriat, mais surtout de faire en sorte que la vie que vous vivez actuellement soit une vie choisie et libre. Sur ce, bonne écoute. Juste avant que l'interview commence, je tiens à vous annoncer que en premier lien dans la description, il y a une daily mail en fait, où chaque jour je vous délivre un mail sur le voyage, des conseils de voyage, des astuces, des anecdotes, aussi du développement personnel, comment se sentir mieux dans sa vie, comment avoir de la confiance en soi, de l'estime de soi, tout ça. Salut Florian, comment tu vas ? Salut Romain, je vais très bien. Merci à toi de m'interviewer et puis bonjour à toute ta communauté. D'accord. Et pourrais-tu te présenter en fait pour mes auditeurs, tout ça, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tes projets, tout ça ? Alors, je m'appelle Florian et puis j'ai décidé il y a à peu près un an de voyager. Donc j'ai mis de côté toute la vie que j'avais avant pour commencer un grand voyage avec un pote. On a décidé de voyager à vélo. Donc on est parti de Paris et puis on a traversé comme ça 12 pays jusqu'en Iran, jusqu'à Téhéran. Donc on a fait 7000 km au total sur 9 mois. Et en parallèle, on a décidé de filmer ce voyage. Donc on a une chaîne YouTube qui s'appelle Cyclonomade. Et puis voilà, on a filmé ça parce que moi c'est une passion que j'ai en fait depuis très longtemps de faire de la vidéo. Et puis j'ai jamais trouvé le moment, l'occasion d'exprimer cette passion. Et c'était le bon moment de le faire. Et puis arrivé à Téhéran, on a décidé parce qu'on a nos envies changent, on a décidé de voyager séparément, chacun de notre côté. Et cette fois-ci, je voyage donc sans vélo, je voyage en sac à dos. Et puis j'ai créé ma chaîne YouTube à moi tout seul, donc ça s'appelle Flow Nomade. Et donc ça fait maintenant 3 mois que je voyage tout seul. Je suis en Malaisie. Et j'arrive dans pas longtemps en Thaïlande. D'accord. Et du coup, quand tu avais fait le vélo de Paris à Téhéran, est-ce que t'as trouvé ça dur ou comment ça a été en fait ? Comment a été ton parcours ? Alors en fait, je trouve que ce qu'il y a vraiment de plus dur, c'est de partir. Parce que quand tu veux faire un voyage comme ça, il y a beaucoup d'obstacles à franchir avant de partir. On a tous une vie, quoi. On a tous un truc, un boulot, un appartement, peut-être une copine, des amis. Et tout ça va être des murs, des obstacles à dépasser. Et puis, il faut les franchir un par un. Et puis, une fois que t'es parti, t'as fait vraiment le plus dur, en fait. Une fois que t'es parti, c'est bon. Après, niveau physique, c'est vrai que au tout début, c'était vraiment dur, quoi. C'était vraiment dur. Et puis, on s'était fixé des objectifs assez audacieux. On voulait faire plus de 50, voilà, entre 50 et 100 km par jour. Et puis, avec des vélos qui font chacun 50 kilos entre le vélo plus le matériel. Et donc, au début, c'était dur. On dormait vraiment très profondément la nuit. Et puis, on mangeait 2 fois plus que ce qu'on mange d'habitude. Et puis, petit à petit, notre corps s'est adapté. Et puis, on a trouvé une petite routine comme ça, voilà, de faire 50 km par jour. C'était bien suffisant. D'accord. Et du coup, les nuits, tu les passais un peu comment ? Tu les passais chez l'habitant ? T'avais une tente ? T'allais dans les campings, tout ça ? Comment ça se passait en fait pour dormir ? En fait, on a exploité, je crois, toutes les solutions possibles. On avait emmené avec nous tout le nécessaire pour pouvoir être autonome en bivouac. Et du coup, on a passé une grande partie de notre temps à faire du camping sauvage, en fait. On cherchait des petits coins, voilà, un peu sauvages, près des rivières, des lacs. Même des cimetières, et puis on campait, voilà, comme ça, et puis des fois on avait besoin d'un peu plus de confort, donc on prenait des Airbnb, des bookings pendant une semaine ou deux. Souvent c'était au moment où on arrivait dans les capitales. Et puis les meilleurs moments en final, c'était quand on se faisait inviter chez l'habitant de façon un peu spontanée, quoi. Ça donnait lieu à des moments de vie assez intenses, quoi, assez forts. Et puis souvent c'était des gens pauvres, tu vois, et c'était vraiment très très fort en émotion ces moments-là. Et puis voilà, c'était rare, mais ça arrivait. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as utilisé les réseaux comme Warm Shower ou Couchsurfing, tout ça, pour trouver des gens, ou vraiment non, t'allais comme ça dans quelqu'un que tu rencontrais dans un restaurant ou un truc comme ça, ou à la sortie, je sais pas, d'un magasin, et que tu lui demandais voilà, comment il allait, tout ça, et tu pouvais dormir chez lui, tout ça. C'était comme ça que tu faisais, ou avec les applications ?
On a utilisé Warm Shower quelques fois, 3 fois. Mais sinon, les rencontres qu'on faisait, c'était souvent, on faisait des petites pauses comme ça, et puis voilà, on buvait un peu, on mangeait sur le côté de la route, et puis il y a des gens qui s'interrogeaient. Enfin, ça paraît un peu anormal de voir deux mecs avec des vélos comme ça, surtout quand dans la pampa, quoi, quand t'es en Géorgie ou en Azerbaïdjan, et les gens ils comprennent pas ce que tu fais. Ils viennent te parler, et puis ils te proposent un thé, quoi. Ils te proposent de boire un thé ou de manger quelque chose, et puis ça commence comme ça, et puis de fil en aiguille, après ils te proposent d'aller chez eux, et puis après de dormir chez eux. Donc et puis ça s'est passé comme ça, et parfois on demandait aussi aux gens qui avaient des grands jardins. On repérait les gens qui étaient dans leur jardin, et puis on leur demandait si on pouvait poser la tente dans le jardin. Et puis ils acceptaient, on va dire la moitié du temps. Ça dépendait des pays, mais les pays qui étaient vraiment très très accueillants, c'était la Serbie, la Turquie et l'Iran. D'accord. Et puis c'était des mentalités très spéciales, très amicales et accueillantes. Je dis pas que les autres c'est tous des connards, hein, mais il y a vraiment un effet culture qui est puissant dans ces pays-là. Ouais. C'est plus un peu les pays arabes qui sont comme ça, le sens de l'hospitalité, tout ça. Tu peux voir déjà même un petit peu en France, tu vois. Non, il y a beaucoup de gens qui les critiquent, mais quand tu vas vraiment vers eux, tu remarques en fait qu'au fond, c'est quand même des gens qui sont super accueillants, super souriants, qui ont la bienveillance et qui veulent vraiment passer un bon moment avec toi, te montrer plein de choses et tout ça. Ouais, c'est vrai que il y a des écrits dans l'islam qui dit que quand tu croises un voyageur, tu te dois de l'héberger. C'est comme un devoir pour eux. D'accord. Et du coup, tu pourrais un peu me dire tous les matériels que tu avais utilisés, combien de kilos tu avais sur ton vélo et tout ça? Alors, les vélos faisaient chacun 15 kg. On avait 2 sacoches à l'avant, 3 sacoches à l'arrière. Et puis, on transportait de la nourriture souvent sèche, ou puis avec des fruits et des légumes, un réchaud, et puis le nécessaire de cuisine. Le nécessaire de bivouac, donc tente, sac de couchage, etc. Et puis quelque chose qui prenait au final beaucoup de place, c'était aussi le matériel audiovisuel, parce que vu qu'on a filmé ce voyage, on avait des caméras, le PC, le drone, les batteries, les chargeurs, tout ça faisait beaucoup de poids, de place sur le vélo. Et puis aussi les vêtements, parce que on a vécu comme le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et il a fallu être prêt à toutes les situations climatiques. Donc on avait quand même un gros volume de vêtements, faut l'avouer. Voilà, on a essayé d'être... D'accord. Et du coup, ça a été pour tout transporter? Alors, ouais, je trouve... Finalement, on a bien géré le truc, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a des objets qu'on a emmenés qui n'ont pas trop servi. Donc ce qu'on faisait, c'est qu'on les donnait, ou on les a renvoyés chez nous. Par exemple, des vêtements, on est parti avec trop de vêtements, donc on les a donnés sur la route, et puis après voilà, ça s'est passé un peu comme ça. Globalement on avait ce qu'il fallait, pas plus, pas trop, pas moins. Et puis on a même fait une série de vidéos sur notre chaîne où justement on détaille tout le matériel de notre voyage. Et d'ailleurs, c'est les vidéos qui sont le plus vues, parce que avant de préparer notre voyage à vélo, c'était des informations qu'on avait du mal à se procurer, parce que le cyclotourisme, à trouver, ouais, c'est un voyage de niche en fait. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a très peu de monde qui voyage en vélo, et les informations sont rares. Voilà, on voulait partager ça avec ceux qui voulaient entreprendre un voyage à leur tour. Et comment en fait t'as trouvé cette idée de te dire ok, je vais partir avec ce pote et on va faire du vélo jusqu'à Téhéran? Comment en fait t'as eu vraiment cette idée? Parce que Téhéran, tu vois, Paris-Téhéran, c'est hyper loin, tu vois, la distance. Comment t'as eu vraiment cette idée? Qui t'a donné en fait la motivation? Quelle personne en fait sur YouTube ou même dans les livres, tout ça, qui t'a donné vraiment cette envie de partir? Ok. Alors du coup, moi c'est vrai que ça fait des années que je veux voyager, on va dire peut-être 10 ans. Et puis je repousse toujours le truc, quoi. J'ai pas d'argent, et puis quand j'ai l'argent, j'ai pas le temps, etc. Et puis ça, c'est des prétextes, parce qu'en fait on peut toujours voyager. Et puis un jour j'ai rencontré un gars en Blablacar, je le transportais, et il me dit qu'il revenait d'un voyage qu'il avait fait
Il était parti de Paris, enfin de France, jusqu'en Asie à vélo. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était possible, parce qu'en fait, ça paraît impossible de faire un truc comme ça, quoi, à vélo, de traverser un bout de la planète, quoi. Et puis j'ai eu comme un déclic, comme si que je venais de réaliser que c'était possible de faire ça. Et je me suis dit pourquoi pas le faire. Et puis c'est vrai que le vélo, ça a quand même beaucoup d'avantages, parce que tu es totalement libre déjà. D'un point de vue aussi économique et écologique, ça a quand même des gros avantages. Et puis aussi par rapport à la vitesse de voyage, donc tu vas suffisamment doucement pour pouvoir profiter des paysages, de voir tout ce qui t'entoure tranquillement. Et puis aussi de faire des rencontres. Tu vois, quand tu passes dans un petit village, qu'il y a des gens qui sont en train de boire un café, tu peux facilement communiquer, échanger avec eux, que tu peux pas faire en voyage à moto ou en voiture. Ouais. Et puis finalement, je trouvais que c'était un bon compromis, quoi, parce que aussi quand on avance à 50 km par jour, quand tu mets tout bout à bout sur des mois, bah, ça fait quand même des grosses distances, quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis je me suis dit, ce voyage, je vais proposer à mon pote d'enfance, tu vois, parce que lui, il avait aussi envie de voyager. Ouais. Et je lui ai dit, hey, mec, tu veux aller jusqu'au Japon à vélo? Il m'a dit, bah ouais, normal. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. Et puis finalement, on n'a pas été jusqu'au Japon, on s'est arrêté à la moitié, mais bon, ça a été aussi cool. Ouais. Et tu voulais vraiment partir à Téhéran ou tu voulais vraiment aller au Japon? Comment en fait t'es venu en fait à aller à Téhéran, pardon? Bah, quand on est passé à Téhéran, en fait, on était sur la route pour aller jusqu'en Asie de l'Est. C'était parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'itinéraires possibles si on veut aller jusque l'Asie de l'Est. Soit on passe par le nord et on passe par la Russie, et pendant des dizaines de milliers de kilomètres, tu visites un seul pays, ou soit tu passes par le sud à partir d'Istanbul, et puis là, tu peux visiter comme ça plein de pays. L'Iran, ça fait partie un peu des passages obligatoires pour aller jusqu'à l'Asie. Et puis, on pouvait le coupe-circuiter, hein. On pouvait prendre la mer Caspienne, je crois, on pouvait traverser en bateau jusqu'au Kazakhstan. Mais on avait envie de voir l'Iran parce que il est quand même victime de pas mal de préjugés assez négatifs. Et puis, on avait envie de voir de nos propres yeux sur place. Et du coup, comment une journée en fait type de ton voyage, comment ça se passait en fait? Genre type, tu te lèves, après tu fais quoi? Donc, on se lève. J'avoue que on était pas des lève tôt. Donc on se levait quand on se levait, on se disait autour de 9h et 10h on part, quoi. Donc on plie la tente, on range les affaires, on part. Et puis on avait trouvé une petite routine, c'est-à-dire que on avançait chacun à notre vitesse, même si un était 5 km devant l'autre, c'était pas trop grave. Dès qu'arrivait l'heure de manger, donc vers autour de 13h, le premier attendait le deuxième, et puis on s'envoyait un petit message pour se donner rendez-vous à l'endroit où on allait manger, donc soit un restaurant, soit un magasin. Et puis on mangeait ensemble. D'accord. Puis on refaisait la même chose pour l'après-midi. Dès qu'on arrivait autour des 50 km, on était attentif pour rechercher un endroit où camper. Donc ça, c'était pour les journées où on faisait du vélo. Puis après, il y avait d'autres journées où justement on était plus posé dans les Airbnb et tout ça. Donc là, c'était plus du tourisme. Et puis d'accord. Et du coup, il y en avait un qui avait son rythme ou tous les deux ils avançaient au même rythme? On n'avait pas du tout le même rythme parce que on n'a pas du tout le même métabolisme. Je pensais qu'on allait s'homogénéiser au fur et à mesure du voyage, mais en fait non. Donc Stéphane, lui, il a plus un métabolisme rapide, tu vois. Il a besoin de sucre, et puis dès qu'il a du sucre, il va exploser en énergie, il va te faire 10 km en quelques minutes. Et puis moi, je suis plus dans la constance. J'ai besoin d'aller tout le temps au même rythme. Et donc c'était un peu l'histoire la fable de La Fontaine, comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, le lapin et la tortue. Ouais, le glaive et la tortue. Ouais, c'est ça, voilà, c'était un peu ça. Ouais. Et du coup, en fait, t'as rencontré plein de gens sur la route que maintenant tu parles encore en ce moment, ou est-ce que t'as laissé les gens sur place?
C'est vrai qu'on a fait énormément de rencontres. Je pourrais pas les compter, mais tu vois, je me demande si c'est pas un truc comme 1000 personnes. C'est énorme. Et puis, j'ai gardé contact avec quelques personnes, beaucoup d'Iraniens finalement, parce que ils sont tellement attachants. On est resté 2 semaines à Téhéran. On s'est fait une bande de potes. On s'est créé une vie, tu vois, totalement à Téhéran. On s'est fait une bande de potes et puis les liens sont restés très très forts. Et puis on s'envoie des petits messages de temps en temps. On se tient au courant parce que faut savoir que aussi en Iran, l'Iran c'est un peu comme une prison pour eux. Tu vois, pour avoir un visa pour voyager à l'étranger, il faut être soit fils de ministre, soit faut être riche. Donc eux, ils vivent un peu le voyage par les autres voyageurs, mais il n'y a pas beaucoup de voyageurs en Iran. Et du coup, quand ils voient un voyageur, ils sont tellement contents, et puis les relations du coup sont très fortes, tu vois, sont très fortes. Et donc j'ai gardé contact avec quelques Iraniens, et puis voilà, globalement c'est tout. Hein. Alors du coup, j'avais une question en fait, c'est quelle valeur et quelle est en fait ta vision de la liberté? Comment tu le ressens en fait? Comment tu perçois en fait la liberté maintenant après ton voyage à vélo et maintenant que tu es en Asie? Comment en fait tu le ressens? Ok, c'est une question qui est compliquée, mais je pense que chacun a sa propre vision de la liberté. Et en fait, je pense que la liberté, c'est quand tu fais ce que tu aimes de ta vie. Et donc il y en a, à certaines personnes, ça va être d'avoir un métier stable, une situation stable, une femme, des enfants, un petit chien, une maison, etc. Et puis ils vont se sentir bien dans cette vie, ils vont se sentir libres parce que c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils veulent. Et moi, ma liberté, c'est de pouvoir être où je veux, quand je veux, et de pouvoir aussi gagner ma vie en voyageant, de pouvoir essayer d'allier ce que j'aime faire, ce que je peux faire, et puis aussi gagner ma vie de cette façon-là. Du coup, c'est un peu comme ça que je le vois, mais c'est une question difficile. Je pense que chacun a sa propre vision. Sa propre vision. Ouais. Et du coup, comment en fait tu vois en fait un peu ton futur maintenant que t'as fait maintenant que t'as fait ton tour à vélo et que maintenant t'es en Asie. En fait, qu'est-ce que t'as prévu dans l'année qui suit là, cette année et l'année prochaine? Alors, j'aime bien expérimenter des choses, tu vois. Donc là, c'est un peu pour ça que j'ai lâché le vélo, parce que je voulais aussi voir comment ça se passait le voyage en sac à dos. Je savais au fond que c'était pas ce qui me plaisait le plus, parce que quand tu voyages en sac à dos, tu t'es cantonné qu'au circuit touristique. Donc tu vas prendre les bus pour aller de telle place touristique à une autre. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce qu'il y a entre ces deux endroits. J'aime bien voir les petits villages, les locaux, les gens qui vivent sans toute la fouille touristique, tu vois, qui vivent de façon un peu ancestrale et puis culturelle, quoi. Et donc j'ai décidé là une fois que je serai en Thaïlande, de me procurer une moto ou un 2 roues, je sais pas, un scooter, une moto, et puis de me faire l'Asie comme ça en 2 roues. Donc de faire la Thaïlande, le Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge. Tout ça à vélo. Scooter, pardon. Non, tout ça en scooter. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. C'est le projet. Hein. Après, ça peut changer n'importe quand. C'est en fonction du désir du moment, quoi. En fonction de l'envie du moment. Pour l'instant, c'est ça le projet. Et tout seul? Tout seul, ouais. Tout seul, d'accord. Et est-ce que là, en ce moment, t'es avec quelqu'un, du coup, là, en Malaisie? Alors, je voyage tout seul, mais je suis rarement tout seul. Ouais. C'est incroyable. Je rencontre tout le temps des gens. Et donc là, par exemple, il y a quelques jours, j'ai fait une retraite spirituelle qui s'appelle un Vipassana, où je passe 10 jours en fait en méditation. D'accord. Et donc il y avait d'autres personnes de ce Vipassana, mais on n'a pas le droit de parler pendant 10 jours. On doit se concentrer uniquement sur la méditation. Et le 10e jour, on peut échanger avec les autres. D'accord. Et donc je me suis fait pote avec 2 gars. Et puis on a décidé de passer un peu de temps ensemble. Donc là, ça fait 6 jours qu'on loue des chambres dans la même maison, dans le même Airbnb, donc à Penang. Penang, c'est une petite île qui est à l'est de la Malaisie. D'accord. Et puis on passe du temps ensemble. On a un peu les mêmes centres d'intérêt, donc le sport, la méditation maintenant, et puis les projets, quoi, les grands projets de vie et de voyage.
Et qu'est-ce que ça t'a rapporté en fait le Vipassana? Est-ce que tu pourrais moi un petit peu expliquer à mon audience qu'est-ce que c'est en fait le Vipassana? Parce que je pense pas tout le monde est au courant en fait de ce que c'est. Ok. Alors le Vipassana, c'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est une façon de méditer. Donc c'est la technique qui a été enseignée par Bouddha il y a 2500 ans. Et la technique n'a absolument pas changé. Elle est toujours enseignée de la même façon. On passe 10 heures par jour dans un centre de méditation. Donc là, c'était un temple. Et donc, on médite comme ça 10 heures par jour pendant 10 jours. Donc 100 heures de méditation, sans parler aux autres, sans moyen de communication. Donc pas de téléphone, pas d'ordinateur. On peut rien utiliser. En fait, ça fait un peu comme une prison, tu vois. Mais ça fait partie du processus qu'ils appellent donc de purification, quoi. De se retirer de tous ces addictions, parce que faut l'avouer, hein, c'est des addictions, toutes ces technologies. Et puis on apprend la méditation. Après la méditation, si j'en parle, ça va durer très longtemps. Ouais. Mais en gros, ça permet, la finalité, c'est de se sentir plus calme, plus zen, plus concentré, et puis avoir une meilleure capacité de réflexion. Et quand j'y suis allé, j'étais un peu j'avais pas d'opinion, en fait, j'avais pas d'idée, j'ai expérimenté le truc comme ça pour voir, et puis j'en ressors assez grandi, je l'avoue. Et puis je vais continuer à pratiquer la méditation tous les jours un petit peu, parce que je me sens bien. Ouais. Je me sens très léger. Donc j'ai pas envie de perdre cette légèreté, je vais essayer de l'entretenir. Ouais. Non mais c'est bien. Et est-ce que t'as payé l'entrée pour le Vipassana, ou est-ce que c'est offert, ou comment ça se passe en fait? Alors le Vipassana, c'est gratuit, parce que ça fait partie du processus en fait. On peut pas attribuer un prix à ce genre de choses, et donc on donne ce qu'on veut, et ça va permettre aux futurs étudiants d'étudier. En fait, on paye pour les futurs étudiants, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça partout, en fait. Il y a des centres de Vipassana partout dans le monde. Il y en a même en France, même à Paris. Donc voilà, on peut faire ça partout, globalement. Et du coup, toi, ça t'a bien servi, et t'as vraiment bien aimé ton expérience. Et si tu devais le refaire, est-ce que tu le referais, le Vipassana? Ouais, complètement. Et puis, je réfléchis même peut-être à en refaire un plus tard, parce que en fait, quand tu t'inscris à un Vipassana, tu peux être soit étudiant, soit serveur. Et donc serveur, c'est les gens qui vont préparer à manger, etc. Aider les étudiants à se lever le matin, parce que on se lève à 4h30, et donc il y en a des fois qui arrivent pas dans le hall, il faut les réveiller. Et donc voilà, j'ai envie de peut-être faire ça, de devenir serveur pour le prochain Vipassana. D'accord. Et du coup, tu serais rémunéré, ou tu ferais ça bénévolement? Non, c'est totalement bénévole. D'accord. Et après du coup, maintenant que t'es en Malaisie, t'as prévu de faire du coup en tour en scooter, mais est-ce que tu vas le faire déjà dès le mois prochain, ou comment en fait tu vois ça? Je t'avoue que je sais pas trop encore. Ouais. J'arrive en Malaisie en Thaïlande dans une dizaine de jours. Ouais. Et puis dès que j'arrive en Thaïlande, je vais continuer à voyager de la même façon dont je le fais aujourd'hui. Et puis dès que je trouve une occasion, une opportunité d'acheter un 2 roues, donc je vais essayer de rester attentif sur ça. Et puis dès que je trouve qu'il y a une bonne opportunité qui s'ouvre à moi, et ben j'achète un 2 roues. Et du coup, tu arrives où en Thaïlande? J'arrive, je t'avoue, je sais même pas. Là, je vais de Penang, je vais à une autre île qui est un peu plus au nord, qui s'appelle Langkawi, qui est encore en Malaisie. Ouais. Et après en bateau, et puis après de cette île-là, je vais prendre un autre bateau jusqu'à la terre, jusqu'en Thaïlande. Mais je sais pas où est-ce que j'arrive. J'établis mes projets un peu au dernier moment, tu vois. J'ai la trame générale de mon voyage, mais tous ces trucs-là, je les prépare au dernier moment, tu vois. Ouais, tu vas vraiment au freestyle, tu vois. Tu sais pas où tu seras demain, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Après, c'est une très bonne méthode de voyage, tu vois. Moi, par exemple, je sais que je vais aller à Chiang Mai le 16 juin, tu vois, j'ai mon billet d'avion, tout ça. Mais après, je sais pas si je resterai à Chiang Mai ou si je vais aller à Bali, ou tu vois, je sais pas. Je préfère me laisser la porte ouverte aux opportunités. Après, je sais que ma copine va me rejoindre, elle habite aux Philippines, tout ça. Du coup, après, on sait pas, on va aller peut-être
peut-être dans un autre endroit, Bali, tout ça. Mais c'est vraiment une très très bonne méthode ce que tu fais de faire du freestyle en fait en voyage. Parce que dès que tu te fixes des règles, tu fixes un endroit où aller, c'est là où vraiment que le voyage devient vraiment plus vraiment un voyage. T'as vraiment plus de liberté parce que tu vas vraiment te contenter de visiter ça parce que j'ai envie de faire ça. Mais dès que tu pars en fait dans l'optique de faire vraiment ce que t'as envie, c'est là vraiment que le voyage commence et que t'as découvert en fait totalement ta liberté. T'es d'accord avec moi Ouais, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Ouais, c'est à ce moment-là que tu commences à vivre la liberté totale du voyage. Et puis, tu vois, par exemple, si tu prends un billet d'avion pour dans un mois, et puis que entre-temps, t'as rencontré, je sais pas, une personne avec qui t'as envie de voyager, et bah cette personne, et bah tant pis, tu pourras plus t'as déjà pris ton billet d'avion, tu vas partir, et cette personne, tant pis, même si tu voulais voyager avec elle, bah c'est trop tard parce que t'avais programmé ton voyage trop en avance. Et tu vois, avant quand je partais en vacances, je partais en vacances avant, et ben je me faisais un peu des checklists de trucs à visiter, et puis au final je passais mes journées à courir à droite et à gauche à la recherche du truc à cocher dans ta to-do list. Ouais. Et puis au final bah tu profites pas de ton voyage quoi. Il faut aussi se laisser une ouverture de champ quoi sur les champs possibles qui s'ouvrent à toi pendant le voyage quoi. Mais moi c'est l'un des premiers conseils que je donne sur mes formations de voyage, tu vois, c'est ne jamais réserver plus d'une semaine une chambre d'hôtel ou une auberge jeunesse, parce que tu sais jamais, tu vois, en auberge jeunesse c'est encore plus le cas, tu vas peut-être trouver un mec ou une meuf et tu vas dire ok ben elle a envie d'aller à Bali, ben peut-être je vais la suivre, tu vois, ou lui il veut aller à, je sais pas, en Japon, je vais le suivre, tu vois. Mais si t'as réservé déjà pour 2 semaines et que t'as déjà payé, tu seras fermé en fait aux opportunités. Exactement. Et du coup, en fait, ta chaîne, en fait, t'as une chaîne YouTube et t'as combien d'abonnés exactement en ce moment? Alors sur la première chaîne Cyclonomade, on a un peu plus de 2000 abonnés. Et puis sur ma chaîne personnelle Flonomade, je me rappelle plus, mais environ 700 abonnés. D'accord. Et ça fait combien de temps? Ça fait depuis que t'étais parti Paris-Téhéran ou t'avais déjà la chaîne avant? Non, on l'a commencé juste au moment où on a commencé le voyage, donc il y a à peu près 1 an. D'accord. Et dessus, tu proposes quoi comme type de vidéo? Fais un petit peu ta pub là maintenant dans cette interview. Ok. Alors pour la première chaîne, donc Cyclonomade, on a fait des vlogs voyages, donc on filme un peu nos aventures, que ce soit le bivouac, les rencontres qu'on fait, et puis les visites des villes, souvent les capitales. On a à peu près une 40aine de vidéos, et puis on a aussi des vidéos un peu plus techniques où on présente notre matériel, le budget voyage à vélo, etc. Donc c'est très orienté cyclotourisme. Et puis sur ma chaîne Flonomade, donc là pour l'instant c'est que des vidéos que j'ai tournées en Malaisie, donc je fais voir les différentes belles places à voir en Malaisie. Puis j'ai fait des trucs par exemple de 2 jours de trek dans la jungle avec une nuit dans une cave et tout, des trucs comme ça, voilà, des trucs un peu aventure, tourné aventure. D'accord. Et puis je propose aussi maintenant depuis pas longtemps des astuces, des petits conseils de voyage quoi. Donc là par exemple ma vidéo qui sortira dimanche, normalement ça sera comment voyager quand on ne parle pas anglais. Et donc voilà, parce que c'était un peu du vécu que j'essaie de retranscrire. D'accord. Et du coup, est-ce que tu penserais faire des formations ou vendre des formations, tout ça, ou non, en fait, c'est vraiment pas ton optique? Tu donnes vraiment tous ces conseils gratuitement. Alors, je donne tous ces conseils gratuitement, mais en revanche, j'ai un autre projet, c'est que pendant ces mois, tous ces mois de voyage, j'ai appris à gagner mon argent de par moi-même via Internet. Donc ça a été très long, très compliqué. J'ai testé beaucoup de choses jusqu'à réussir à finalement maintenant gagner ma vie sur Internet. Donc c'est pas avec YouTube. Et donc je compte petit à petit proposer des conseils pour les gens qui veulent devenir autonomes financièrement sur Internet. Et puis peut-être pourquoi pas au bout d'un moment faire une formation. Mais tout ça pour l'instant ça reste à l'état de projet. Mais ça va se faire petit à petit sur ma chaîne. D'accord. Et du coup, les gens, mes abonnés, tout ça, les gens qui vont découvrir cette interview, ils peuvent te suivre où? Ils peuvent me suivre sur YouTube et sur Instagram avec mon nom Flonomade. D'accord.
Et ben du coup, l'interview est terminée, Florian. J'espère que ça t'a plu. Eh ben, merci à toi, Romain. Oui, c'était une bonne expérience parce que, pour moi, c'était le premier interview que je fais et puis c'était cool. Voilà. Et C'était t'as trouvé ça convivial. facile ou c'était un peu compliqué pour toi? Au tout début, je te l'avoue, c'était compliqué. Ouais. Mais c'était les 15 premières secondes. Je pense même que ça va s'entendre. Mais bon, c'est comme ça, hein.